Lundi 28 octobre 2024, bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver encore ce lundi pour débattre de l'actualité socio-politique dans notre pays. Nous serons trois sur ce plateau: Abel Zendoudi, le responsable de Gakokwe.tg, et Stan Asiato, il est journaliste, vous le connaissez. Stan, bonjour. Oui, bonjour Anita, bonjour Abel et bonjour à tous qui nous suivent actuellement. Zao, bonjour. Bonjour Anita. Comment vous allez? Ça va tranquillement. Et le week-end? Oui, le week-end s'est bien passé tranquillement à Lomé, dans la capitale. Pour une fois. Oui, bon, vous savez, on a fait quand même assez de tournées. Il faut se reposer. Ouais, il faut se reposer un tout petit peu avant de reprendre la course déjà. Donc le week-end prochain, sûrement qu'on sera encore dans une ferme, naturellement. Stan, vous les sportifs, vous avez fêté du 25 au 27 hier. Dites-nous comment était le jubilé. Vous avez participé à quelle activité, par exemple? Bon, il faut dire que j'ai suivi de loin les activités qui ont marqué, qui ont marqué la fin de ce jubilé, parce que au départ j'étais un tout petit peu impliqué, mais ce dernier moment je l'ai suivi de loin. À travers certains de nos correspondants qui ont pris part activement aux travaux depuis il y a déjà quelques semaines. Il y avait un tournoi à Tapamé, après un tournoi ici à Lomé, suivi d'une caravane, et puis le match d'hier et le dîner dans la soirée d'hier, dimanche. Et donc, il faut dire que c'est une ère qui se ferme, une période qui prend fin, qui se referme comme ça. On dira, en tout cas l'histoire retiendra que nous avons, il n'est pas mort. Bon, l'histoire retiendra que nous avons. Comment ça, c'est pas toi? Pardon? Tu disais, c'est pas toi? Non, il n'est pas mort. Ok. Il est là, quoi. Il a envie, mais l'histoire retiendra que nous avons eu au Togo un grand joueur du nom de Cheikh Emmanuel Adebayor. Quelqu'un qui a été connu du grand public en 2006, plus précisément. Il a aidé la sélection togolaise à participer à une phase finale de Coupe du Monde. Il a porté à un moment donné la sélection nationale, il a été capitaine même de cette sélection. Il a fait de grands clubs comme le Real, l'Arsenal, Tottenham, Man City, etc. Donc, il est connu du monde entier. En tout cas, les gens, à partir de son nom, arrivent à débloquer cette situation quand ils sont dans le monde. Quand ils sont bloqués, il y en a qui... Ça vous est arrivé déjà? Pas moi précisément, mais on a eu beaucoup d'échos. Et les gens qui ont témoigné plusieurs fois. Tu es un proche de Manouché. Voilà, quand tu es dans une situation compliquée, tu appelles son nom. Bon, quand tu es à l'étranger, tu es dans une situation compliquée, tu appelles son nom, on te débloque la situation en fait, quoi. Et donc, on a suivi les activités ce week-end. Ça a été vraiment... moi, au départ, je craignais un flop d'activité, mais ça a été réussi. Voilà, c'est quand même le Cheikh. Le concert il a rempli le terrain, le stade Omnisport de Lomé. Il y avait un monde fou qui ont répondu présent à ce grand concert, le concert géant. Et donc, les gens ont pris plaisir. Ça a été un moment de gaieté. C'est là même qu'il a annoncé la gratuité de l'entrée au stade hier. Et également au terrain hier, je pense que le match s'est déroulé comme, lui-même le voulait. Et le monde et le public aussi avait répondu. Pour le match, les prix annoncés ils ont quand même... Et ceux qui avaient acheté les tickets avant? Est-ce que les gens avaient acheté le ticket? Ça, je ne sais pas. Mais selon lui, le chef de l'État a gracié, en tout cas, a fait en sorte que l'entrée au stade soit gratuite, ce qui a été fait hier. Donc, on n'a pas eu d'écho. C'est quelqu'un qui a payé le ticket, qui respecte qu'il a payé et le ticket est devenu
est désormais En tout cas, gratuite. si Donc, tu achètes un ticket de 5 000 pour aller voir Samuel Eto'o, par exemple, ouais, je trouve que c'est pas cher. c'est pour ton C'est plaisir. pas tous les jours qu'on voit Quand on Samuel voit Eto'o. Samuel Eto'o, on voit les... Au moins, à des bailleurs, par moment, vous pouvez l'apercevoir en circulation. Ouais, c'est ça. Samuel Eto'o, c'est uniquement à la télé. Donc, si je paye 5 000 pour aller le voir, Ça ne fait rien. ça, Et ce qui ce qui m'a marqué hier aussi, c'est que après le match, je pense après le match, il a fait une déclaration dans J'ai laquelle, vu une image où il était à genoux. Hein. voilà, une déclaration dans laquelle il demandait pardon pour ses erreurs commises lors de quand il était, Nous, on l'a toujours quand il jouait. On l'a déjà pardonné du moment où on avait couru en 2006 là, Voilà. avec nos maillots jaunes. Donc, il a demandé Ça pardon. manque quoi. Ça Vivement sincèrement, que le football nous redonne encore cette joie. le plaisir. J'ai envie de courir quoi. Peut-être c'est pour ça que je prends de la forme. On ne sait jamais. Je pense que vraiment, moi, l'action là m'a vraiment marqué. Je pense que tout le monde peut faire des erreurs dans la vie. Et lui, il y en a commis aussi. Nous aussi, on commet chaque jour. Et donc, reconnaître qu'on a commis à un moment donné de la vie des erreurs et demander pardon, je pense que c'est vraiment très grand. Et moi, j'ai apprécié l'acte là. Oui, il faut l'apprécier et surtout Abel qui promet les choses et ne fait pas, il ne présente même pas des excuses. Abel, moi fin aussi, de carrière pour le... beaucoup de choses sans ou bien honorer. Ça, c'est le propre de Abel. Un jour, je vais le séquestrer dans cette maison. Heureusement qu'il y a beaucoup de pièces. On ne va pas le retrouver. Quand sa famille va faire 3 jours sans le voir, ils vont appeler, ils vont payer la rançon. Abel, fin de carrière pour le numéro 4, officiellement. Oui. C'était marqué par le dîner. Hein. Ouais. La fin, oui, la fin, c'était quand même un grand dîner organisé à Lomé avec voilà, ses invités et un parterre d'artistes de renom avec en tête King Messon, qui a animé la partie de bout en bout jusqu'à ce petit matin. Je crois qu'il fallait quand même le faire parce que pour un grand joueur comme chez Adebayor, sortir quand même du terrain ou quitter l'aire de jeu dans l'incognito, je crois que ce serait pas quand même, ce serait pas droit, on dira. Et donc, il a tout fait dans sa vie de footballeur et il a rempli quand même sa carrière. Il a fait quand même un parcours assez honorable. Et donc, il sort également par la grande porte, comme on le dit. Donc, je crois que son équipe, son staff et également ses amis, son entourage, ils ont fait quand même ce qu'ils pouvaient dans la mesure de leurs possibilités pour assurer quand même sa fin de carrière, ce jubilé, d'organiser ce jubilé. Donc, je crois que tout le programme a été quand même exécuté hein, à la lettre du début à la fin, avec les projets de développement par endroit qu'il a eu donc à organiser à Takpamé, Balimé, etc., partout où c'est quand même annoncé. Donc je crois que l'essentiel est fait. Chéi, connu sur le terrain dans les années 2000, qui va sortir donc de ce terrain de foot-là en 2024, c'est tout un parcours. Ça fait 24 ans. Ça fait 24 ans de parcours, ça fait 25 ans de carrière. Donc je crois que c'est quand même quelque chose et il faut quand même le faire. Et 25 ans, c'est... Se faire tacler sur le terrain pendant 25 ans. Voilà, et donc c'est de bonne guerre si le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a payé finalement, a pris en charge donc l'accès au terrain pour, pour permettre au public de revivre hein, la bonne ambiance avec sa star. Je crois qu'il a fait et quand même on doit se dire tout simplement que nous sommes quand même dans une république, nous sommes dans un pays et tous les fils et filles quand même de ce Togo-là peuvent hein, compter sur le président de la République. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas annoncé, il n'a rien promis.
Mais à la veille, l'annonce a été donc faite. Et donc, je crois que puisque des gens ont acheté les tickets en amont, et donc ceux qui auraient quand même, ils seront naturellement remboursés, puisque bon, c'est à un point de vente qu'ils ont eu. C'est quand même à débat. Oui, c'est à un point de vente que les tickets ont été achetés. Ça me dit donc, rien à débat. même si les tickets, ceux qui l'auraient donc acheté en ligne, ils se feront quand même rembourser. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas proche de l'organisation, mais je me dis que tranquillement, c'est ce qui va être fait et tout le monde serait naturellement tranquille. Et donc, je crois que ces invités ont répondu. La majorité était donc présente à Lomé pour vivre cette fête, cette ambiance-là aux côtés de leurs camarades, anciens coéquipiers, amis, frères, etc. Et donc, c'est de la même manière que Cheyi également participe au jubilé de ses compères. C'est de bonne guerre, ça c'est bien terminé, on s'en remercie. Alors Stan, Cheyi ne serait pas en train de donner un message, c'est-à-dire il faut que nous célébrons nos légendes pendant qu'elles sont vivantes. Vous imaginez un Jimmy Hope, paix à son âme, qui aurait organisé quelque chose comme ça aurait donné l'occasion à beaucoup de personnes qui le voyaient uniquement à la télé de le voir, même si c'est à 100 mètres. Moi, j'ai vu Jimmy Hope avant qu'il ne décède. Il y a encore d'autres personnes, d'autres légendes. Ce n'est pas là l'occasion pour eux de se dire quand j'atteins un âge donné, il faut organiser quelque chose pour que les gens me célèbrent pendant que je suis en vie. Au lieu d'attendre que la personne décède et on organise des cérémonies d'hommage et autres. Oui, vous avez complètement raison. Mais d'abord, moi, je pense que il ne revient pas à nos illustres personnes, aux artistes, etc. Il ne revient pas à ceux-là qui ont qui ont marqué l'histoire du pays, de créer eux-mêmes les conditions pour qu'on les honore. Pour qu'on les célèbre. Moi, je pense que ça doit être le contraire. Cheyi, je pense qu'à un moment donné, lui-même, il a compris que s'il ne fait rien, bon, on ne lui fera aussi rien, quoi. C'est pour ça que lui-même, il s'est créé cette condition. Il s'est créé l'occasion pour qu'on l'honore un peu. Bon, pour en tout cas célébrer son nom. Sinon, on a connu des joueurs, à un moment, on a distingué nos stars, on a créé une fête en leur honneur. Donc je pense que Cheyi même a compris ça. Il dit que bon, si je ne fais rien pour moi-même, personne ne le fera pour moi. Donc c'est là, je me dis que c'est là, il a compris et il a créé sa condition. Il a créé la fête qui l'a honoré en tout cas. Et je pense que c'est un problème que nous avons au Togo. On ne célèbre pas nos stars, nos légendes, on ne les célèbre pas. On attend qu'ils meurent. Et il y en a qui meurent aussi, même étant morts, on ne fait rien pour les honorer. Bon, même si on ne crée pas de fête en leur nom, on peut quand même les honorer, les distinguer pendant qu'ils sont vivants, les célébrer. Mais ce qui ne se fait pas au Togo, et je pense que c'est déplorable. On doit, à un moment donné, commencer par célébrer nos stars, nos légendes, ceux qui ont marqué, ceux qui ont fait des œuvres pour le pays. On doit commencer par les célébrer de leur vivant avant qu'ils ne meurent. Il y en a plein qui sont là, qui en aucun moment n'ont été célébrés. Il y a même, petite anecdote, il y a la chanteuse Afia Mala. Ah oui. À un moment donné, elle a été distinguée. Je pense qu'elle a gagné un prix. C'était un petit prix qu'elle a gagné au Togo, mais elle a pleuré. Elle a dit ceci: c'est ma première fois de gagner quelque chose au Togo. Que durant toute sa carrière, elle a attendu au Togo rien. Durant toute sa carrière, elle a attendu qu'on l'honore au Togo, mais jamais ça n'est arrivé. Et quand elle a gagné, je pense que c'est une organisation qui l'a distinguée avec un petit prix, et elle a été énormément contente d'avoir remporté, en tout cas d'avoir de s'être attribué ce prix. Elle a été contente. Je pense que c'est une nature qui nous manque, en tout cas dans
au niveau du gouvernement, etc. Il y a je pense qu'on ne réfléchit pas trop à ces genres de situations et on laisse nos stars, nos légendes mourir sans vraiment donner c'est déplorable. Alors, Rabel, doit-on célébrer nos légendes pendant qu'elles sont avec nous ou bien on attend pour les décorer à titre posthume, organiser des cérémonies d'hommage alors que c'est le cercueil en joie, quoi. Bon, je crois que c'est relatif parce que quand vous voyez un peu le parcours de nos stars, de nos légendes, comme on le dit, qui peut-on appeler légende dans un Pas pays seulement dans le football. Et dans quel domaine? Voilà. Parce que même un menuisier, dans son domaine, il peut quand même exceller et atteindre un niveau, atteindre quand même une certaine expertise dans son domaine. Et voilà, et à un moment donné, on peut quand même le mettre, l'honorer, le mettre quand même au devant de la scène et permettre quand même à la nouvelle génération des artisans, de menuisiers, des artisans, donc d'apprendre de lui, de copier quand même ces exemples. Ça dépend de, voilà, de son comportement, de son coutume, de son approche, etc. Donc c'est tout un tas de parcours qu'il faut voir. Puis je crois que c'est un plan, c'est un programme qu'il faut définir, qu'il faut élaborer. Mais qui peut le faire et qui pour le faire? Est-ce que ça revient donc au gouvernement d'initier un projet pareil? Et quels seront ces techniciens qui vont travailler dans le domaine? C'est pourquoi d'ailleurs l'État ou bien les gouvernants ont bien fait de déléguer une partie de leur pouvoir à des structures bien identifiées à le faire. Aujourd'hui, nous sommes dans le football. Et l'événement de chez Adebayor est organisé, est co-organisé, bien entendu, avec la participation de la Fédération togolaise de football. Et donc, la Fédération est délégataire donc, de pouvoir de l'État. Et donc, il revient à la Fédération de football d'honorer, de programmer, de faire une proposition des anciens joueurs, ou bien des joueurs en activité qui méritent cette distinction. Vous voyez un peu. Et donc, si c'est fait, le ministère des Sports, qui est donc qui coiffe donc tous les sports au Togo, va voir dans quelle mesure accompagner l'action de la fédération de football, de la fédération de hockey sur gazon, de la fédération de bras de fer, de la fédération d'escrime, de scrabble, de taekwondo, de karaté, de judo, etc. Vous voyez un peu. Donc, ça voudra dire que dans chaque domaine, nous avons des stars. Maintenant, comment identifier ces stars? Jusqu'à quel niveau, jusqu'à quel degré on pourra quand même sortir cette personne-là et lui octroyer, bien lui donner le titre de légende, ou bien le titre de star, le titre de... voilà, vous voyez un peu. Donc, au plus haut sommet, ça se fait par moment lors des grandes célébrations. Le 27 avril. Oui, on fait quand même, il y a des gens qui sont décorés, même des footballeurs. Les joueurs, Adebayor est déjà, je crois qu'il a été déjà décoré par le président actuel, puisque après la Coupe du Monde, bien, en 2006 ou 2007. Oui, en 2006, avant 2005-2006, avant la Coupe du Monde, quand ils avaient obtenu donc leur qualification, je crois qu'ils avaient été reçus et décorés. Bon, si je ne me trompe, ou bien c'était bien avant la Coupe du Monde. Je crois que les deux joueurs dans le groupe ensemble a été donc décoré une fois. Et donc individuellement, ça c'était un exploit collectif, et le gouvernement était dans l'obligation de les décorer. Et donc, mais individuellement, Cheyi a sorti la tête de l'eau, on doit quand même lui rendre quand même cette monnaie-là, en tout cas, il a travaillé pour le Togo, il a honoré le nom du pays et tout, et voilà. Donc, c'est beaucoup plus, par exemple, si nous prenons les anciens joueurs. La dernière fois, on en parlait dans cette émission, après, en période de Pentecôte, avec Sergio Sport, qui a honoré donc quelques les anciennes gloires. 2-3 semaines après, un parmi eux, parmi les gens qui ont été décorés, est décédé. Vous voyez un peu. Veut dire que quoi? Si jamais on ne l'avait pas
décorés à Palimé, ce serait fini, ou personne, bien la nouvelle génération. Mais là, par exemple, c'est une structure qui a pris soin sur elle de le faire. Donc, là, cette structure-là ne l'a pas fait unilatéralement. C'était en synergie avec la Fédération togolaise de football. Veut dire que la structure décentralisée du gouvernement qui doit s'occuper de ces genres de cas d'événements, c'est la Fédération de football. Maintenant, si nous sommes dans le groupement des artisans et tout ça, là, nous avons un ministère de l'artisanat. Et donc, le ministère qui, comme l'artisanat, a également ces structures décentralisées. Donc, bon, je crois qu'il y a des chambres de métiers, etc. Donc, les chambres de métiers, par exemple, peuvent identifier les meilleurs acteurs du domaine à proposer au gouvernement pour peut-être une discussion honorifique. Il revient vraiment à chaque groupement, à chaque département de proposer quelqu'un. Parce que eux, ils sont beaucoup plus proches. Sinon, demandez, nous avons une trentaine de ministres, ou bien 2 ministères au Togo. Comment vous pouvez demander à un ministre aujourd'hui de chercher à savoir s'il y a un meilleur couturier dans un coin caché de Zanguera? Si ce n'est la chambre de métier qui propose jusqu'à ce que jusqu'à ce que le directeur régional des métiers soit mis au courant. Et vous voyez un peu, donc c'est un travail à la base qui doit être fait jusqu'au sommet. Alors Abel, je reste avec vous. Vous avez participé il y a quelques jours à un séminaire à Palimé. J'espère que tu étais à Kusuntu, hein, où vous avez été formé sur le rôle du journaliste dans la lutte contre les IST. Oui, le rôle des journalistes des médias. On n'en parle plus assez. Hein. On n'en parle plus assez, c'est vraiment étonnant. Avait pris la place de... Bien avant Covid même, les IST, le VIH et tout ça là étaient perdus, hein, parce que on n'en parlait plus assez. Avant Covid, et Covid est venu, le danger est permanent. Avant que le Covid ne vienne tout avaler. Les 21-23 octobre dernier, le Conseil national de lutte contre le sida et les IST a regroupé donc une vingtaine d'hommes de médias à Palimé pour leur rafraîchir la mémoire, si vous permettez le thème. Rafraîchir la mémoire. Ah oui, parce que vous savez, depuis un moment, comme on le disait, c'était quand même un blackout total sur la maladie, sur la pandémie, sur l'épidémie. Personne n'en parle pas, on n'en parle plus vraiment assez. Maintenant, le thème quand même de cet atelier, c'était le genre et les droits humains en lien avec le VIH. Et il était quand même question de rappeler donc aux journalistes que le mal existe, le mal est permanent et le danger est à nos portes. Et de dire tout simplement que nous vivons tous les jours avec les PVVIH, avec les personnes vivant avec le VIH et SIDA. Nous travaillons tous les jours avec ces gens-là. Ce sont donc nos patrons, ce sont nos patronnes, ce sont nos collègues, voilà, etc. Et donc, il faut pas quand même lésiner sur nos moyens. Les moyens dont les médias disposent, c'est un moyen beaucoup plus de communication. Et donc, il faut quand même mettre nos moyens de sensibilisation, de communication en branle pour que la population se remettre en cause et revenir quand même à de meilleurs sentiments et se dire que le sida existe toujours. Le sida n'est pas éradiqué. Et aujourd'hui, on parle de plus de 104 000 personnes vivant avec le VIH-Sida au Togo. Combien? Vous voyez, 104 000. Ça fait 104 960 personnes. Vivant avec le VIH ou malade. Vivant. Parce qu'il y a une différence. Oui, il y a une différence entre celui qui est malade et la personne qui vit avec. Voilà. Et donc ici aujourd'hui, les PVVIH détectés, connus au Togo, ça fait 104 960 personnes. Vous voyez un peu. Et donc ces gens-là doivent quand même être suivis et assistés et tout. Et donc, parmi ces gens-là, il y a eu 90 241 qui se sont inscrites.
Parce que, oui, mais ils se sont inscrits dans les centres de soins pour être suivis. Voilà. Et donc, ces gens-là qui se sont inscrits dans les centres de soins pour, voilà, pour être assistés, etc., être sous traitement, il y a 12 personnes qui sont perdues dans la nature. C'est-à-dire que les 12 personnes, ces 12 personnes-là, ne viennent pas aux soins. Ce sont des femmes ou des hommes? Bah, on parle des personnes. Il fallait avoir les précisions là. Non, mais il est quand même dit au cours de cet atelier que les hommes sont plus, les femmes sont plus exposées, mais les hommes sont plus réticents à aller vers les centres de santé, se faire dépister et puis voilà, etc. Et donc aujourd'hui, c'est clair que 90 241 personnes sont aujourd'hui sous traitement ARV. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est connu pour tous que les produits, le traitement antiviral que l'État a mis, ou bien les partenaires de CNLS et du gouvernement togolais ont mis à la disposition donc, de ces patients-là, 90 000 chaque jour que Dieu fait, ces gens-là sont sous traitement. Alors, ils prennent donc les soins. Qu'est-ce qui entraîne cette timidité-là, cette réticence à aller se faire soigner, selon vous qui avez reçu la formation? Non, mais on a posé la question aux formateurs et la réponse était quand même... On sait tous que quand vous avez le palu, il faut aller faire un traitement. Quand vous avez ci, il faut aller faire ce traitement. Et maintenant, vous avez une maladie, c'est le traitement et vous refusez d'aller vous faire. Non, mais c'est le mythe qui... Et là, vous devenez malade. Oui, vous devenez malade et quand la maladie est déclenchée, voilà, ça devient un peu compliqué. C'est le mythe qui avait quand même entouré cette maladie. En tout début, il y avait quand même une mauvaise communication autour du virus, qui fait que personne ne veut se voir lié cette maladie, vous voyez un peu. Alors que c'est un virus qui est beaucoup moins dangereux que le paludisme, par exemple, le choléra. Il y a des maladies aujourd'hui qui sont plus dangereuses que le VIH, vous voyez un peu. Mais tranquillement, même en direct de ce studio, je peux dire aujourd'hui, je suis un peu souffrant, je suis souffrant du paludisme, je peux le dire, sans être, voilà, inquiété. Si tu appelles autre chose. Mais dès que je dis aujourd'hui, je suis PVVIH. Ne dis pas le nom. C'est quoi le problème et tout. Voilà donc le mythe qui avait entouré, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et c'est ça là qu'il faut quand même, c'est dans ce schéma-là et qu'il faut sortir aujourd'hui. Il faut sortir de ce carcan je dirais quand même de criminaliser la maladie, si vous permettez. C'est-à-dire de croire que la personne, ou bien le proche, l'ami, le frère, le parent atteint du virus de sida ne doit quand même plus vivre avec nous, ne doit plus être considéré, etc., etc. Et donc, c'est ça qui fait que des gens sont malades, mais ils ne peuvent pas se déclarer parce que il y a la discrimination et la stigmatisation également, et qui font que nous ne pouvons jamais nous déclarer. Mais il y a quelques-uns qui l'ont fait, qui sont à visage découvert, et qui le disent tous les jours, ils sont des PVVIH, ils participent donc à des ateliers, participent à des conférences pour conscientiser naturellement la population. Et donc aujourd'hui, il nous revient, nous, hommes de médias, et E47 en fait partie, de sortir quand même, comme je le disais, de lever quand même le voile sur la pandémie et de dire que le mal existe. Et maintenant, d'éviter de discriminer donc les personnes vivant avec la maladie et d'appeler aujourd'hui ceux qui traînent encore les pas à aller vers les centres de santé se faire dépister, d'aller le faire. Et si jamais tu connais ton statut sérologique, tu n'es pas mort. Mais tu seras là, vivant pendant que des gens meurent
du paludisme tous les jours dans les hôpitaux, vous voyez un peu. Toi, tu serais là, il y a des gens qui sont PVVIH, qui sont là depuis plus de 20 ans. Ils vivent, ils travaillent, ils sont dans les avions, ils font le tour du monde. Pendant que 2-3 semaines de paludisme a déjà renversé 20-50 personnes. Donc, vous voyez un peu. Ça atteint Et donc, 3 semaines même. Avec le donc paludisme. je crois que on doit quand même lever lever le voile, lever l'équivoque là-dessus. Et il y a ce qu'on appelle également les populations clés. Dans, on va revenir sur la population clé. Voilà. Mais avant, nous allons donner la parole à Stan. Stan, dites-moi, est-ce que c'est parce que la maladie a été présentée d'une manière au début que les gens ont tendance à discriminer les personnes atteintes du VIH? Je prends par exemple le coronavirus. Tout de suite, dans le temps, là, quand quelqu'un tousse à côté de toi, c'est que tu as peur. C'est de la même manière, quand on parle du VIH-Sida, on tique tout de suite. C'est de la manière dont ces maladies nous ont été présentées que nous avons tendance à discriminer ces personnes qui ont la maladie, ou bien c'est humain ce que nous faisons. Je dis nous parce que nous avons eu tous à le faire une fois. Il a fallu des formations. Il a fallu des formations pour qu'on sache que ce sont des personnes aussi et qu'ils peuvent vivre pour le temps que Dieu leur a donné. Oui, je pense que Abel l'a clairement dit. Hein. C'est la communication qui a été faite sur la maladie, le virus, hein, dès son apparition, qui a tout causé. On nous a présenté le virus comme un virus. C'est comme si même si tu touches à la peau de celui qui est infecté. Non, avant d'arriver là-bas, la manière dont ça a été présenté, genre, c'est mortel. Excusez-moi le terme, hein. C'est la bordellerie qui envoie ça. Ouais, ça veut dire que si tu l'as, c'est que tu as fait ça. Tu es passé par là. Oui, c'est vrai, parce qu'au départ, on nous avait dit que la première cause, hein, pour contracter cette maladie, c'est ça. C'est la bordellerie, hein, c'est quand on fait des trucs. Excusez-nous d'être grossier, hein, mais ça vous permet c'est ce qu'on nous avait dit. Ceux qui nous suivent de comprendre. Ouais, c'est ce qu'on nous avait dit dès le départ, et c'est ce qui est rentré dans les esprits. Donc, forcément, il y a ça aussi qui entre en jeu. Genre, si je contracte le virus et que je me fais déclarer, on va tout de suite me dire que je fais dans la bordellerie, etc. Donc, les gens ont peur de ça. Et également, le fait que dès que tu attrapes le virus, on te met à l'écart, on te, comment on l'appelle, prêtez-moi le nom, le mot. Tu es bien en quarantaine? Voilà, Non, pas en quarantaine, c'est-à-dire qu'on ne te considère plus. Plus personne ne te considère. Tu es discriminé. Voilà, c'est ce qui est aussi la cause, hein, du fait que les gens n'aiment pas se faire dépister, en tout cas se faire dépister, et pour qu'on détecte le virus chez eux. Et ça fait quelques mois, j'ai même fait un dossier sur le sujet, et tout à l'heure vous avez posé la question à Abel, le pourquoi les gens n'aiment pas aller se faire dépister, etc. Nous, pas on se faire dépister, mais aller recevoir les soins. Oui, parce que se faire dépister, c'est autre chose. Hein. Il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire, je ne sais pas pourquoi je vais vouloir savoir que j'ai une telle maladie alors que je sais que c'est la mort. Quoi. Et, en tout cas, moi, maintenant, si vous avez eu le courage de vous faire dépister, vous avez franchi un grand pas. Maintenant, allez recevoir le soin. Je pense que c'est plus simple. Hein. C'est plus simple que de... Oui, parce que... Tu es bien sapé comme ça, et puis tu rentres là où... Oui, il y a des gens il y a des gens spécialisés qui reçoivent ce genre de personnes là-bas et qui travaillent en toute intimité. Moi, j'en connais, j'ai même une amie qui prend en charge les personnes atteintes de VIH. Et donc, comment ça marche, je connais un peu le processus et comment ils travaillent en tout cas en toute intimité. Et rien d'information de ces personnes-là. Ce ne sont pas les soignants qui vont parler, hein. Mais peut-être que pendant que tu rentres là-bas, moi je t'ai vu. Lorsqu'il y aura une activité, je dirai à tous les confrères que faites attention. Hein. Le gars là, il est... Je l'ai vu quelque part la dernière fois. Ça c'est pas trop clair. Ah oui. En tout cas, nous,
je le disais tout à l'heure que il y a quelques mois, j'avais fait un dossier sur le sujet. Et pour répondre à la question que tu as posée à Abel, comme quoi, qu'est-ce qui empêche? Nous, on a conclu que c'est la peur. C'est la peur qui retarde, en tout cas, les chiffres que les partenaires qui sont en charge de cette maladie-là recherchent, qui est SIDA 0, il y a quelque chose comme ça. C'est la peur qui fait qu'on n'arrive pas à atteindre ce chiffre. En tout cas, on l'a dit, l'article est même sur le site, c'est titré La peur retarde les chiffres. Togo Post. Oui, Togo Post. On l'a fait, on a fouillé, comme Abel vient de le dire, on a fouillé, on a eu toutes ces informations-là que nous avons mis dans un dossier publié sur le site. Et en tout cas, lors de la rédaction de ce dossier-là, on a compris que aujourd'hui, il y a plein de personnes qui ont le sida, qui ont le virus, mais qui vivent normalement comme nous tous. Quand tu te fais dépister et que il s'avère que tu as le virus, quand tu vas régulièrement au centre de santé, prendre les produits qu'il faut, tu es là, à un moment donné, tu es là, tu ne sens même plus les effets du virus. C'est-à-dire que tu vis normalement et tu n'arrives même pas, tu n'arriveras même pas à transmettre le virus à d'autres personnes. C'est-à-dire que tu l'as, mais tu ne le transmets pas. J'ai une fois animé une émission avec une personne ayant la maladie. Moi, je ne savais pas. On a fait 3 émissions. À la 4e émission, quand il a dit, mon Dieu. C'est quelqu'un de normal. Il est cravateur. Il venait aux émissions, on faisait les émissions. Et c'est dans une émission, puisque c'était une émission interactive. Quelqu'un a appelé par rapport au fait d'aller recevoir les médicaments. C'est là il a dit, lui que vous voyez ici. Voilà, c'est ça quoi. Quand tu prends le produit, j'avoue que j'ai eu chaud quand même. Quand tu prends le produit, à un moment donné, tu ne sens même plus les effets de la maladie. C'est-à-dire que tu vis normalement et tu n'arrives même, tu ne transmets même pas, tu ne vas même pas transmettre le virus à d'autres personnes. Les enfants normaux. Oui, il a tout expliqué. Oui, c'est ce qui est bien. Sauf que jusqu'alors, on ne dit pas qu'on a trouvé un produit qui guérit définitivement la maladie. Mais aujourd'hui, on arrive à canaliser, en tout cas, étouffer la maladie, c'est le bon comportement. La maladie, on le fait, on le garde à un endroit du corps, mais sauf que la maladie, le virus n'a plus de force, n'a suffisamment plus de force pour être transmis à d'autres personnes. Et puis tu ne peux plus contaminer. Alors, Abel, tu nous parlais des personnes clés en temps. Oui, les personnes, les populations clés plutôt, les populations clés sont donc les couches les plus, je dirais, vulnérables à la maladie et les plus exposées à la maladie. C'est cet ensemble-là qu'on met dans population clé. Ce sont qui? Ce sont donc les travailleuses de sexe. Vous voyez un peu. Et donc là, tout le monde, c'est clair que c'est des gens qui sont exposés à la maladie. Très. Et également des hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes. C'est très rapide donc d'être atteint de la maladie, de contracter naturellement le virus quand tu es un homme mais c'est des gens, et on doit quand même les conscientiser. On ne va pas les discriminer. On ne doit pas quand même les mettre. Les seconds, là aussi. Les seconds, on ne doit pas quand même on va pas les tuer, on va pas les brûler, on va pas les renvoyer de la société, on va pas les sortir. Mais aujourd'hui, on va pas les faire sortir de la société. Ils sont là, c'est pourquoi je dis, ils sont nos frères, ils sont nos sœurs. Les seconds aussi. Ils sont nos amis, ils sont nos patrons. Ils sont avec nous tous les jours. Tu vois un peu. Et donc, de ce fait, il faut faire extrêmement attention pour ne pas créer d'autres situations. C'est de ça qu'il est question dans la lutte contre, dans ce concept de lutte contre le VIH. Il y a également les usagers de drogue. Les usagers de drogue, par exemple. Mais beaucoup plus, pourquoi les usagers de drogue? Ce ne sont pas des drogues, bon, ce ne sont pas ceux qui... Des seringues, là. Voilà, avec des seringues, c'est avec les mêmes seringues qui s'injectent les drogues. Mais ça, par exemple, ils le font. Ils le font déjà dans leur ghetto, ils le font déjà dans leur banlieue, dans leur dojo et tout. Mais il faut les conscientiser, il faut les sensibiliser
Ah ben, mais je crois Et qu'il y a, derrière, il y a également les une autre détenus. situation, oui. Il y a les Il y détenus, a les une prisonniers. autre situation qui Oui. prend de l'ampleur aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez voir, les jeunes, c'est la mode. Hein. Tout le monde a des dessins sur le corps. Ça aussi, voilà. Est-ce que ça a été touché? Ça n'a pas été touché, mais quand on parle déjà des usagers de drogue, on peut mettre quand même cela parce que c'est avec les mêmes. Moi, j'ai mené des enquêtes. Oui, voilà, c'est avec les mêmes seringues, avec les mêmes appareils qu'on fait les tatous. Vous voyez un peu. Moi, j'ai fait quand même avec des jeunes qui sont non pas quand j'ai accompagné Nicolas, mais beaucoup plus dans le bas-fond du lycée de Tocoin, un peu derrière comme ça dans les collines là-bas. Voilà, c'est une zone assez compliquée. Mais là-bas, c'est avec les mêmes choses. Ils font ça fume la drogue là-bas à tout bout de champ. Qu'est-ce qu'on fait? On va pour les sensibiliser. Il faut quand même les sensibiliser. Ils peuvent revenir aussi dans la société. Normal. Ils sont parmi nous. Puisque le danger, c'est quand on veut aller par force. Quand on veut aller avec ces gens-là par la force, c'est des gens qui n'ont plus peur de rien. C'est la mort qui les attend. Et donc, pour faire de sorte qu'ils reviennent encore dans la société, ils peuvent quand même nous sécuriser. Ils sont là pleins. Il y en a qui veulent revenir. Ici, ils veulent revenir dans la société, mais c'est parce que c'est la discrimination qui fait que, ils sont restés là-bas, c'est nous qui faisons qu'ils ne peuvent plus revenir. Puisqu'on a tout fermé, on ne veut pas donc ouvrir la voie pour les retrouver, les encadrer, les protéger et tout, pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils reviennent dans la société normale. Donc je crois que ces populations clés dont il est question sont donc à sensibiliser également. Et c'est à travers nos émissions, comme vous le faites là déjà, et nous sommes là, on en parle, et que la population sache que aujourd'hui le VIH existe. Il y a des gens qui sont des personnes, plus de 10 000, plus de 104 000. Le chiffre, c'est 104 960 personnes au Togo. Et donc, 90 000 sont donc sous traitement ARV. Vous voyez un peu. Et donc, je crois que ce que mon ami disait tout à l'heure. 5 000 sont dans la nature, c'est ça? Non, 5 000 ne sont pas ceux qui se sont inscrits. Voilà, ceux qui se sont inscrits, c'est 12 personnes de ceux qui se sont inscrits et qui ne viennent pas aux soins. Maintenant, ceux qui sont déclarés PVVIH, dans l'ensemble, sont 104 960. Et parmi ces gens-là également, il y a un nombre important qui, aujourd'hui, ont leur charge virale supprimée ou indétectable. C'est-à-dire que charge virale supprimée, c'est-à-dire qu'ils sont PVVIH et ils sont donc atteints du virus, mais ils ne peuvent plus transmettre la maladie. Ils peuvent quand même faire des enfants. Les enfants ne seront... Ceux-là, ils ont observé. Voilà, ils ont observé le règle de traitement, le bon comportement, le traitement à la lettre. Et c'est pourquoi il faut quand même le dire, pour que celui qui a peur aujourd'hui d'aller vers les soins se tue sans le savoir. Et si c'est nous qui faisons qu'il ne va pas aux soins, c'est nous qui le tuons sans le savoir. Parce que du moment où on va le discriminer, du moment où on va se dire, il ne va pas manger avec nous, il ne va pas dormir avec nous, on ne va pas travailler avec lui, on ne partagera pas le plateau avec lui, comme tout à l'heure, tu as tiqué un tout petit peu quand le consultant... Il y a longtemps. Il y a longtemps quand le consultant était venu dans ton émission. Et donc je crois que nous devons quand même lever l'équivoque et dire que il y en a plein aujourd'hui, des milliers qui sont là, qui sont atteints naturellement du virus, et dont le charge virale est supprimé. Donc, veut dire qu'aujourd'hui, ils ont des enfants, ils ont des maisons, ils ont des boulots, ils travaillent partout, et puis ils sont là dans la société, ils sont mariés, ils ne peuvent plus transmettre la maladie, et on ne peut même plus détecter la maladie dans leur sang. Vous voyez un peu. Et donc, c'est important d'arriver à cet objectif-là. Et l'objectif-là, la loi qui protège. C'est-à-dire, si je touche du bois, si je sais que Abel est atteint de... Pourquoi je donne? Si je sais que si Abel est atteint, oui, ouais, et puis moi je ne veux pas gober avec cette personne. Ouais.
Est-ce qu'il y Non, a, c'est la discrimination. est-ce qu'il y a une loi? La loi qui... Il y a quand même des textes de loi qui ont été partagés. Il y a une loi qui protège ces personnes. Il y a une loi qui protège... C'est dans le domaine de la santé en général. Ok. Vous voyez un peu, c'est dans le domaine de la santé en général. Il y a quand même une loi qui protège toute personne malade, abandonnée par exemple. C'est comme si vous abandonnez votre parent malade. C'est comme si vous abandonnez votre frère malade, etc. Et maintenant, la discrimination, c'est encore plus grave. Parce que au-delà du fait que la loi nous protège, nous-mêmes, est-ce que nous nous protégeons? Au-delà du fait qu'on attend que la loi vienne sévir, est-ce qu'en renvoyant le parent malade de la maison, par exemple, est-ce qu'il n'ira pas contaminer les gens ailleurs sans... Ça veut dire que vous faites du tort à la population, vous mettez la vie des milliers de personnes en danger en décidant de renvoyer ou bien en ne voulant pas protéger une seule personne. Donc je crois que c'est très important de revenir là-dessus et c'est dire aujourd'hui que les chiffres sont très alarmants, c'est que ça fait peur et qu'on parle encore de sida jusqu'à ce bientôt on fera encore le c'est le 1er décembre. Voilà. Justement, j'allais vous poser cette question. Stan, si on écoute bien ce que Abel vient de dire, ça veut dire que le problème, c'est au niveau de la communication. Mais malheureusement, nous ne parlons du VIH-Sida que le 1er décembre. Et après le 1er décembre, on oublie. Oui, bon, si on doit parler... Il y a un souci au niveau de la population, surtout en matière de discrimination. Parce que c'est peut-être la discrimination qui envoie les gens dans les 2 mètres sous terre. Quoi. Oui, on ne cessera de le dire, hein, c'est la discrimination qui cause la peur. Et la peur chez ces gens-là fait que ils n'arrivent pas à aller se faire dépister, ils n'arrivent pas à se confier aux personnes soignantes, etc., pour se faire soigner, pour être pris en charge et éviter le chaos. Donc, je pense que c'est tout part de la discrimination là, qui s'installe, que ce soit chez les personnes normaux, que ce soit les personnes clés, notamment les LGBTQ, qui aussi aujourd'hui transmettent beaucoup, ils regardent en eux beaucoup de personnes qui ont ce virus-là. Et donc, je pense que déjà en les discriminant, on fait en sorte qu'ils n'ont pas envie d'aller se faire déclarer leur statut pour être pris en charge. D'abord se faire dépister, parce que le grand pas, c'est au niveau du dépistage. Quand vous discutez avec beaucoup de personnes, oui, c'est le courage que vous avez pour vous faire dépister. Si vous arrivez à vous faire dépister, vous pouvez... Il y a un collègue qui nous disait la dernière fois que la première fois qu'il est allé se faire dépister, il est retourné pour prendre les résultats. On lui a dit qu'on ne retrouve plus son prélèvement. Et quand lui, il a disparu, là, jusqu'à aujourd'hui. Il n'est plus allé. Il ne sait plus. C'est là. Ce qu'il y a dans son corps. C'est là on doit accentuer la communication. Il faut dire qu'à un moment donné, on n'a plus assez de communication sur la maladie. Et donc, dans la société, c'est comme si le virus n'existait plus. Et donc, je pense que maintenant, il faut qu'on ressent. Du moment où les chiffres restent toujours alarmants, je pense qu'il revient au gouvernement et aux partenaires qui viennent de l'extérieur de continuer par appuyer sur la communication pour qu'à un moment donné, pour qu'on arrive à amener tout le monde à se faire dépister. Quand on arrive à dépister à temps, à détecter à temps, à se faire dépister. Et si jamais on a le virus et qu'on arrive à détecter le virus à temps, on pourra prendre à charge ces gens-là et puis éradiquer le pays. Donc je pense que c'est là que tu dois être joué, on doit appuyer sur la communication, accentuer la communication pour arriver à mettre tout le monde à l'aise. Et j'aimerais revenir sur une question que tu as posée à Abel concernant les personnes clés. Je dis c'est vrai que naturellement on va dire ceux qui sont dans les filles de joie par exemple, ceux qui font dans la prostitution, on pourra dire qu'elles sont assez exposées à ce virus. Mais il faut
il faut dire aussi que c'est des gens qui sont aussi assez protégés, qui sont assez suivis. Je le dis parce que nous, on a eu affaire, j'ai eu affaire un dossier également là-dessus qui est également actuellement disponible sur Togo Post. C'est toi qui as fait le dossier avec la caméra cachée là? Non, pas caméra cachée, mais j'ai recueilli des propos directement de ces filles de joie. Et j'ai compris que ce sont des gens, du moment où elles savent qu'elles font un travail qui est risqué, elles ne font pas de rapport avec leurs clients sans se protéger. Elles ne font pas de rapport sans se protéger. Et on a compris que sur le site là où elles se regroupent souvent pour accueillir les clients, là où elles font leur trottoir, il y a régulièrement des gens qui font dans le domaine de la santé. Prévention, ouais, dans la santé, en prévention de lutte contre le VIH, qui viennent, même dans la nuit, les assister, leur donner des conseils, leur prodiguer des conseils, leur donner de quoi se protéger lors de leur rapport. Et, donc, on a eu le témoignage. On a eu le témoignage de plus à tout conseil. Elles sont ouvertes à oui, tout conseil. Quand les gens les approchent dans la nuit, elles sont ouvertes, elles prennent, puisque pour eux, il y en a même qui font le dépistage sur le champ. Oh. Et des agents de santé qui les approchent, qui leur font le test sur le champ et qui leur donnent, après avoir produit des conseils, qui leur distribuent du préservatif. Et donc, nous, on a eu ces informations-là durant notre enquête, une petite enquête, et on a compris que ce sont plutôt des gens qui sont assez protégés, qui sont assez suivis. Contrairement à ce que nous pensons. Maintenant, il y a des gens, le risque même, c'est qu'il y a des gens qui se disent qu'ils ne sont pas des prostituées, qui sont dans leur maison, mais qui font quand même des activités de ces filles de joie-là. Ce sont des gens qui sont à la maison, on les voit comme elles ne font quand même pas le trottoir, mais qu'elles font dans la... Voilà, on va dire qu'elles font à Chao, en fait, quoi. On les appelle ici, elles vont faire le truc, elles reviennent à la maison. Et ce sont plutôt ces gens-là qui ne se protègent pas. Et c'est eux, ces personnes-là qui constituent un risque. Un risque vraiment pour la société. Contrairement à ce qu'on va croire que, bon, les filles de joie, mais je pense que le risque plutôt est chez ces gens-là qui sont dans la maison, qui font aussi des activités similaires aux activités des filles de joie, mais qui sont quand même dans la maison, qui ne se déclarent pas prostituées, mais mettent la voilà, vie qui mettent des la vie gens en danger. Alors, en danger. Vous l'avez compris, chers téléspectateurs, le mal est là. Et il faut se protéger et puis il faut éviter de discriminer nos frères et sœurs. Il faut plutôt les accompagner et pour que ces personnes-là aillent recevoir les soins. Nous allons terminer avec cet article de Garko Koué. Ce tournoi me tient vraiment à cœur. Hein. Je dois assister à la finale. Hein, mais, la finale, c'est quand déjà? La finale, je crois, c'est d'ici 2 semaines. D'accord, je dois assister à la finale. Je veux voir quelque chose. C'est le tournoi Fraternité Ghetto. Tu vas vérifier quelque chose bien. Je dois vérifier quelque chose. Depuis que Abel me parle, là, je ne comprends pas. Mais là, nous sommes au demi-finale. Ça veut dire que c'est sérieux, quoi. C'est un trophée de la Fondation Fadi. Fondation que nous connaissons tous. Et... c'est hier, non? La demi-finale. Avec Ghetto FC. Samedi. Et samedi, oui. Ghetto FC. Avec Kamablazo. Tu y étais, Abel? Bien sûr, j'étais... Tu as pris un coup? Bah, vous savez, quand tu fais avec des gens comme ça, tu ne prends pas le coup directement, mais tu le prends indirectement, parce que tu es sur le terrain et par un moment, quand ça passe, quand ça passe, aussi tu inhales un tout petit peu et puis c'est bon. Mais de toutes les façons, c'est un projet très osé de la part de la Fondation Fadi, dirigée par l'honorable député Ona Konkouvi-Germain. Et depuis le mois d'août que le projet a été lancé, beaucoup se posaient la question de savoir si ça pourra donc aboutir. Mais, je fais partie de ces personnes. Mais je vous dis la vérité. Il a tenu le coup et c'est à tous les niveaux qu'il faut quand même
se mettre debout, il faut être un garçon pour aller au bout d'un tel projet. Et il a fait quand même le tour de tous les ghettos, aller sensibiliser donc nos amis des ghettos et travailler avec eux, avec son équipe, les rassembler, leur donner quand même de l'espoir. Puisqu'ils, comme je le disais tantôt, ils ont quand même de la matière. Ils ont encore des choses à revendre et tout. Et ce travail de conscientisation, de sensibilisation étant bouclé sur le terrain maintenant, vous venez voir, vous avez les images, vous pouvez voir des matchs, vous n'allez jamais croire que ce sont donc nos amis abandonnés, que nous disons dans les ghettos, ils sont dans les banlieues. Est-ce qu'ils sont abandonnés? Quelqu'un qui prend des substances comme ça, oui. Toi tu vas rester mais ils sont là, ils jouent au foot. Ils sont là où ils jouent au foot. Il y en a. On ne sait pas quand le coup va venir. Ils se sont inscrits. Ils se sont inscrits à des formations. Aujourd'hui, dans le cadre de ce projet initié par la Fondation Fadi, il y en a plein qui se sont déjà inscrits pour suivre des formations, pour sortir des ghettos, pour revenir à la maison, pour rentrer dans la société civile, pour faire ci, ça. Ils se sont inscrits dans plusieurs genres de formations, menuiserie, couturier, couture par exemple, informatique, c'est un bon projet. C'est un bon projet. Et donc, ils sont inscrits dans plusieurs, même il y en a qui veulent faire le métier que nous faisons là. Vous voyez un peu, ils en ont plein. C'est qu'ils ont des qualités, ils ont diverses qualités dans le ghetto. Maintenant, sur le terrain, ça joue également très bien au foot. C'est plus de 20 équipes qui se sont donc engagées dans les deux préfectures, la préfecture d'Aguenivé et la préfecture du Golfe. Et donc, les demi-finales ont été disputées en aller et retour. Il y a Lyon FC qui a joué contre Kamablazo. Non, c'est Lyon. Lyon FC a joué contre l'équipe de Appel Bime. Oui, c'est Appel Bime, c'est à Agoué, à côté ici. Oui, c'est à Agoué, non loin du terrain. Il y a un quartier là qu'on appelle Appel Bime. Et donc, il y a une équipe là-bas. L'équipe, ça s'appelle Leader FC. Quel niveau de Agoué? Juste derrière, vous voyez, au niveau de Leader Press Agoué, en face, le quartier qui est juste en face, derrière les feux, au niveau des feux que là-bas, c'est le quartier appelé Bimé. David doit connaître ce quartier. Et donc, ce quartier s'appelle appelé Bimé. Donc, il y a une équipe là qui s'appelle Leader FC. Leader FC a joué contre Lyon. Il connaît, non? Oui, c'est Lyon. Et c'est Lyon qui est qualifié maintenant pour la finale. Lyon va jouer contre Ghetto FC de Katanga. Katanga, vous connaissez, c'est dans la zone portuaire, derrière, dans le quartier, voilà, dans le quartier de Nioto et consort. Donc, c'est là-bas. Et ils se sont également qualifiés pour la finale en battant Kamablazo de Nikonakwe, etc. Donc, vous voyez un peu, tout se déroule bien. Il y aura quand même le match de classement qui va opposer Leader FC d'Appel Guimé à Kamablazo. Est-ce qu'on peut arrêter d'appeler? Voilà, donc, heureusement que voilà, ne comprend pas, Mina, parce que voilà pourquoi le football permet donc de faire la publicité gratuite au pays, aux villes et aux cantons. Aujourd'hui, à ce quartier-là qui est méconnu de la population, on parle de ce quartier maintenant à travers ce tournoi Fraternité et Ghetto, appelé le Bimé. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Et le bas de classement, on va suivre ce match-là ensemble entre Leader FC et Kamablazo. Et la grande finale qui va opposer à la finale. Katanga, Ghetto FC de Katanga à Lyon FC de Legbasito. Donc voilà un peu, donc tous les ghettos se sont réunis et ils se retrouvent sur le terrain avec il y a des filles, il y a des garçons, c'est tout un mélange, mais jusqu'alors, est-ce que s'il y a eu des incidents, vous aurez déjà appris, vous l'aurez déjà appris, donc c'est des moyens financiers que l'organisation met en place. Tous les week-ends, chaque équipe est déplacée. On met un bus à la disposition de chaque équipe. Comme si ce sont des équipes nationales qui viennent jouer au foot. Et donc, le bus va les chercher. Il y a les forces de l'ordre dans les bus avec eux. Et eux-mêmes, ils font leur sécurité. Ah. C'est pourquoi je dis... Le chauffeur peut disparaître. Ils font leur propre sécurité et ils viennent jouer. Et après chaque match de foot, il y a comme la restauration qui est assurée. Il y a un service traiteur qui vient, qui met à disposition de... Même pour les spectateurs.
Bah, si tu es là, tu peux manger. Je viens au match de Si tu es là, tu manges. Et à la finale, donc voilà. Et ça prend. Appelle, tu vas cacher ça? C'est tout un événement, mais déjà, c'est pour le Grand Lomé. La première édition, c'était donc pour le Grand Lomé. Mais ça a vraiment déjà, à l'heure là, je crois que les organisateurs ont joué un grand coup. Je crois, et félicitations à l'honorable député. Si tous les députés pouvaient faire la même chose, peut-être que on aurait sauvé plusieurs personnes. Stan a un mot à dire avant qu'on termine cette émission. Oui, oui. Mais attention au nom des quartiers prononcés. Oui, après les guillemets. Je pense que l'idée, l'initiative, elle est très louable. C'est-à-dire que c'est de ce groupe-là que sortent souvent des gens, des bandits, des criminels qui viennent nous attaquer dans nos maisons. Donc, si on va trouver un moyen, si on trouve un moyen comme le foot et la formation, comme Fadi le fait, la fondation Fadi oui. le fait pour en tout cas sortir ces gens-là de ces ghettos et les osé, intégrer. Et je pense que c'est parce vraiment... que quelqu'un, quand tu as un proche qui se retrouve là-bas, oui, on dit c'est fini pour lui. Oui, oui. Maintenant, quelqu'un qui s'en va sortir ces personnes de là. Et maintenant, ceux qui ont le désir d'apprendre un métier... Ils se sont déjà inscrits. C'est à féliciter. Oui, oui. C'est ce qu'on appelle un élu du peuple. L'initiative est très louable. On t'a donné la voix. Je sors mes frères et sœurs du mal. Non seulement l'honorable sauve ces gens-là, mais il sauve aussi nous qui sommes ici. Parce que parce que les quartiers cités ne sont pas loin de chez nous. Oui, ces gens-là, quand ils ont faim, ils ont des problèmes là-bas, c'est ici, ils viennent vous attaquer, prendre vos argents, ils vous braquent, prendre vos argents, vos biens, et puis pour aller vivre aussi. Parce que ils n'ont rien, et donc, quand ils sont en besoin, ils ne vont pas chercher ailleurs, c'est chez nous. Et quand ils viennent chercher chez nous ici, ce n'est pas des moyens, ils ne nous caressent pas. Moi, je me dis, la plupart du temps, ce sont les coûts de la vie qui ont... Oui, il y en a là-bas, quand vous apprenez leur histoire. Donc, c'est l'occasion, vraiment, merci à l'honorable. Oui, c'est vraiment très louable. J'apprécie en tout cas l'initiative et nous félicitons, nous encourageons l'honorable à faire plus. Et nous encourageons aussi d'autres députés à emboîter le pas à l'honorable Germain Ona. Et nous félicitons en tout cas mon frère Abel, qui chaque week-end le match de classement essaie d'inhaler les fumées là. Abel là où il est. Pour nous proposer. C'est samedi, il a pris aujourd'hui. Bon, c'est bon. C'est un peu parti, donc il voit clair maintenant. En tout cas, félicitations à Abel qui, chaque week-end, essaie de couvrir cet événement-là pour nous donner la bonne information. Merci à vous, Stan. Ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Un plaisir partagé. C'est difficile de te déloger les loindies maintenant. Vu que le programme est un peu chamboulé, ça... Mais bon, on va fera aménager. le nécessaire. Abel, ce fut un plaisir de t'avoir sur ce plateau. Merci, le plaisir est partagé. On règle le reste juste après l'émission. Oui, en off. Tu me dois énormément. Chers téléspectateurs, c'est donc fini pour aujourd'hui. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi à partir de 9h. Au revoir.